Et grâce à des actions comme vous, qui êtes cofondatrice, présidente de l'association nationale Jeunes Aidants Ensemble, JAD, a pris la lumière et vous allez nous expliquer un petit peu les enjeux, y compris en termes de communication. Donc 10 minutes, et si vous voulez, vous passez vous-même. Ils sont fonctionnels? Oui. C'est bon. Bonjour, merci Dominique Noël de m'avoir convié. C'est ma première participation à ce très bel événement. Un sujet particulier, un sujet invisible, avec aucune voix donnée et accordée à ces jeunes. Ils s'appellent Sacha, Mathieu, Kevin, Kylian, Mohamed, Blandine, Léo. Ils ont moins de 25 ans. Ils sont enfants, adolescents, jeunes adultes. Et tous les jours, ils apportent une aide à un parent atteint d'une maladie physique, d'une maladie mentale, d'un handicap. Ce parent, ça peut être la mère, le père, la sœur, le frère, la grand-mère, le grand-père. Ces jeunes, en France, ils sont invisibles. Ils sont invisibles parce qu'ils cachent ce voile pudique que nous mettons sur les réalités dérangeantes. Dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas aux enfants et aux adolescents, et encore moins, ou encore un peu plus, dirons-nous, aux jeunes adultes, de s'occuper d'un parent qui, pour des raisons de maladies graves, telles que le cancer, la CEP, la SLA, est en perte d'autonomie. En France, quand une réalité nous dérange, eh bien nous l'ignorons. Nous décidons que cette réalité, qui vient pointer une anomalie dans notre système de santé et social, eh bien nous préférons ne pas l'entendre, ne pas la voir. Je suis Sarah, je suis Mathieu, je suis Léo, et tous les jours, comme 60% de ces jeunes aidants en France, dont on ignore encore exactement le nombre, très probablement plus de 500 000, Une enquête de l'adresse a été diligentée par le ministère puisque les chiffres sur les questions des aidants dataient de 2008. Ils aident en majorité une mère. Et en majorité une mère atteinte d'une pathologie grave comme le cancer ou la CEP. Ils aident un père, un frère, une sœur, assez souvent atteints de troubles autistiques. Mais que font-ils ces jeunes aidants? Quel type d'aide apportent-ils? Une aide très similaire à l'aide qu'apportent les adultes aidants. La gestion du domicile, faire les courses, faire le ménage, s'occuper de la fratrie, s'occuper des tâches administratives, être un soutien moral auprès du parent malade ou handicapé. 70% des enfants expriment qu'ils sont avant tout un soutien moral et qu'ils accompagnent le parent à l'hôpital. Ces jeunes aidants sont partout, dans toutes les classes, dans tous les cabinets, dans toutes les salles d'attente, à chaque coin de rue. Les résultats préliminaires de la première recherche française, parce qu'évidemment, quand on est face à une réalité clinique qui n'est pas argumentée par la science, bien difficile de se faire entendre. Donc une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai aussi des casquettes universitaires. Je me suis rapprochée d'un laboratoire de l'Université Paris Descartes qui travaillait de façon préférentielle sur les questions de jeunesse et j'ai poussé des travaux de recherche. En France, rien. Une première étude, une première enquête, Ipsos Novartis, en 2017, qui a apporté un certain nombre de réponses quantitatives. Oui, en majorité du temps, comme toutes les études internationales nous le prouvent, ces enfants, ces adolescents et ces jeunes adultes s'occupent d'une mère. Communiquer, ça a été pour nous d'emblée important. Comment faire connaître
sans parler, sans communiquer. Mais pas n'importe quel type de communication. Une communication sensible, une communication qui respecte ce public vulnérable et fragile. Nous avions deux solutions. Ou nous taire, comme les injonctions que nous recevions, injonctions des professionnels de santé, injonctions de l'aide sociale à l'enfance, parce que oui, jusqu'à aujourd'hui, la seule réponse qu'avait notre État face à ces enfants aidants, c'était le placement, au titre de la prévention et de la protection de l'enfance. Mais a-t-on en France lancé des recherches sur l'évaluation, l'incidence sur la construction identitaire de ces enfants placés? Non. Nous avons proposé à ces jeunes aidants d'être leur porte-voix, de nous mobiliser et aussi d'avoir un axe fort, un message fort à l'égard de tous les professionnels qui peuvent être en contact avec un jeune aidant. Certes, les professionnels du champ social, du champ sanitaire, mais avant tout, les personnels de l'éducation nationale. Nous avons mobilisé, nous avons communiqué, nous avons voulu bâtir une communication sensible, mais une communication qui accompagne le changement de regard que nous portons sur ces jeunes aidants. Ces jeunes aidants, ils ne souhaitent pas le misérabilisme, ils ne souhaitent pas la compassion. Ils nous disent, depuis maintenant plus de 6 ans, au sein d'Atelier Cinéma Répit que j'ai créé avec une réalisatrice qui est en train d'essaimer au National, ils nous disent « Écoutez-nous, nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin d'être reconnus, nous avons besoin que notre scolarité s'adapte à notre vie de jeunes aidants. » Les jeunes aidants, pas plus que les adultes aidants, ont choisi d'être aidants. Mais on le fait par amour, on le fait parce que ça semble naturel. Donc la première vraie communication, c'était d'aider les professionnels de santé, mais avant tout les jeunes à se reconnaître comme étant aidants. Pourquoi il y a nécessité d'une communication sensible, une communication qui accompagne le changement de regard sur ces jeunes aidants? Parce qu'aujourd'hui, on sait, et toute la littérature internationale en témoigne, que cette situation d'aidance a des effets négatifs. 71% des jeunes aidants se disent fatigués. 62% souffrent déjà de lombalgie. 50% ont des troubles anxio-dépressifs, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention. Évidemment, ces jeunes aidants, s'il n'y a pas de communication, de plan de sensibilisation, s'il n'y a pas de prévention, ils sont bien plus sensibles, ou en tout cas bien plus à même d'être en grande difficulté scolaire ou en grand décrochage scolaire. Ils sont aussi plus soumis que les autres jeunes de leur âge à la discrimination. Je m'appelle Sacha, j'ai 16 ans, on ne dirait pas, hein. Et j'accompagne mon père. Mon père a un cancer ORL. J'ai décidé de ne plus manger à la cantine. J'ai décidé tous les midis, parce que maman travaille et qu'elle ne peut pas être là, de venir auprès de mon père. Il a besoin qu'on lui prépare son repas, il a besoin qu'on lui prépare son pilulier, il a besoin qu'on soit là, il a besoin de mon soutien moral. Mon père sait très bien qu'il est en récidive, qu'il n'y a plus aucun traitement, l'oncologue lui a dit. Et moi, j'ai 16 ans. Moi, j'ai 16 ans et je n'ai pas fini de grandir. Et moi, je veux être auprès de mon père, pas simplement parce qu'il a besoin de moi, mais parce que moi aussi, j'ai compris que comme un écureuil, j'ai besoin de faire des réserves de noisettes. C'est quoi ces noisettes? C'est des instants, c'est des regards, c'est de l'amour. C'est toutes ces choses que je sais, moi, aujourd'hui, à 16 ans, dont j'aurais besoin, quand moi-même, peut-être un jour, je serai mère. Ces jeunes aidants, il y a une nécessité à ce qu'aujourd'hui, en France, on les écoute, on les entende. Notre communication a été une communication de non-professionnels. Nous n'avions pas d'agence de communication, nous n'avions pas de communicants. Nous avons communiqué, moi, avec ma casquette de pédopsie et de professionnel de la cancérologie et des soins palliatifs. J'ai communiqué partout, à chaque fois que j'avais l'opportunité, dans des congrès, dans des séminaires, dans des journées spécifiques. Les autres bénévoles,
professionnels de santé, du social, mais aussi des parents qui avaient bénéficié, dont les enfants avaient bénéficié des ateliers cinéma-répit, des professionnels du cinéma. On a tous utilisé nos propres réseaux, les réseaux sociaux bien évidemment. Mais cette communication est une communication qu'on a voulu d'abord argumenter, bâtie sur des faits scientifiques, sur des travaux de recherche. Et nous avons décidé que nous allions commencer à faire par nos propres moyens et que ensuite, quand ce que nous avions à dire était mature, que nos propos étaient légitimes, eh bien, nous allions pouvoir enfin nous décharger un peu, parce que je ne suis pas une communicante, sur une agence spécialisée. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été pour nous important. La question de ces jeunes aidants est pour moi une question qui s'est invitée au domicile, parce que par ailleurs, je dirige un réseau de santé, de cancérologie, de soins palliatifs, et qu'avec mon équipe, on se déplace au domicile, donc je les ai vus, ces jeunes aidants. Juste encore quelque chose qui me semble important, pour que vous preniez conscience du nombre de jeunes aidants. Vous savez qu'en Île-de-France, 2 familles sur 5 sont monoparentales. Eh bien, vous croisez l'incidence du cancer du sein chez les jeunes femmes de 30 à 40 ans, et vous verrez le nombre d'enfants qui sont aidants de leur mère en cours de traitement. Des choses, et encore des choses, c'est que même si cette jeunesse, qui se dit une jeunesse oubliée, aujourd'hui, notre communication, je dirais communication non professionnelle, eh bien, elle a porté ses fruits. Vous le savez, le mercredi 23 octobre, le Premier ministre, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Sophie Cluzel, ont énoncé le plan de mobilisation nationale Agir pour les aidants. Eh bien, les jeunes aidants ont un axe, rien que pour eux, qui s'appelle l'axe 6, épauler les jeunes aidants. Et l'ensemble des mesures de ce plan sur les jeunes aidants, c'est l'ensemble des propositions que nous avons faites aux différents cabinets ministériels, puisque vous vous doutez bien que cette question des jeunes aidants, bien sûr qu'il y a une incidence sur leur santé physique, mentale, mais aussi plein d'effets positifs. Ce sont des enfants qui ont une capacité à la résilience bien plus supérieure que d'autres. C'est des enfants et des adultes, et des futurs adultes, qui ont une capacité à apprivoiser les événements de vie. Aujourd'hui, ces jeunes aidants, je vous invite à continuer à en parler. Les jeunes aidants, pour tous, c'est Sarah, c'est Lydie, c'est Mowgli, c'est Mohamed, c'est Amalia, c'est Amélie. Parlons-en, parlons-en, communiquons, communiquons pour entendre leurs besoins et les accompagner. Juste se préoccuper de cette jeunesse oubliée, quelle qu'elle soit. C'est un véritable enjeu de santé publique. Et qui plus est, se préoccuper de la jeunesse, c'est se préoccuper de notre avenir. Merci.